Bonjour. Aujourd'hui, nous corrigeons la troisième partie de l'épreuve XENS 2026 MP Math B. Troisième partie qui nous fait démontrer le théorème d'approximation de Weierstrass en nous indiquant que l'utilisation de ce théorème n'est pas autorisée dans les questions 10 à 12 de cette troisième partie, donc ce qui me semble pas excessif comme demande. J'aime bien la façon dont les questions s'enchaînent. Il y a un niveau quand même d'astuce assez important qui est requis évidemment de la part du candidat, mais le côté guidé nous permet de ne pas partir dans les choux, et je trouve que c'est un bel équilibre entre le niveau d'astuce requis et les indications, et la façon dont les choses sont indiquées par l'énoncé. Je m'apprête, en indiquant à quelle filière ça s'adresse, je m'apprête à spoiler un petit peu. Bon, vous pourriez me dire, il y a marqué MP. En tout cas, ce que je vais vous dire, les MP savent que c'est pour eux déjà, donc ils peuvent peut-être s'arrêter là s'ils veulent pas de spoil. Je suis obligé de spoiler pour pas faire perdre de temps à d'éventuelles autres filières. En prépa, déjà je parle, si vous êtes dans une autre filière que la MP, bon, évidemment, les filières qui voient la notion indiquée par l'énoncé sous vos yeux là, de convergence uniforme, convergent uniformément, s'il y en a qui savent pas ce que ça veut dire, bon, c'est pas pour vous déjà, c'est pas à votre programme, ce n'est pas vous faire injure que de vous dire que vous n'êtes pas concerné par cet exercice et sa correction. Par contre, les autres filières qui ont ça au programme, les autres filières qui ne sont pas MP et qui ont la notion de convergence uniforme dans leur programme, vous pouvez le faire, vous pouvez essayer de le faire en admettant le résultat de la question 11. La question 11 n'est pas pour vous, voilà. Faites-moi confiance, je pense en tout cas si j'ai bien lu les programmes. Et les MP, les MP qui m'écoutent, peut-être que, ceux qui sont au courant des différences entre programmes sauront ce que ça implique, ce que ça pourrait impliquer pour la question 11, voilà. C'est parti, est-ce que je lis le tout? Bon, rapidement, le but de cette partie est de donner une démonstration du théorème d'approximation de Weierstrass. L'utilisation de ce théorème n'est donc pas autorisée, comme je l'ai dit, dans la question 10 à 12. Soit un entier n supérieur ou égal à 0, on note Qn le polynôme Qn égale 1 moins grand x puissance n, le tout à la puissance 2 puissance n appartenant à R crochet x, et Pn le polynôme Pn égale Qn de 1 moins x sur 2. On note également h, la fonction de moins 1 enfermée dans R, définie par, pour tout x appartenant à moins 1 enfermé, h de x égale 0 si x est strictement négatif et 1 si x est positif ou nul. Ok, pardon. Je reprends mon souffle. 10a, montrer que pour tout réel kappa, j'ai révisé un peu mes lettres grecques avant là, pour tout réel kappa positif ou nul est strictement inférieur à 1,5, la suite Qn converge uniformément vers 1 sur l'intervalle 0 kappa fermé, et vers 0 sur l'intervalle 1 moins kappa 1 ouvert, fermé toujours non. 10b, en déduire que pour tout réel état strictement positif inférieur ou égal à 1, la suite Pn converge uniformément vers h sur moins 1 fermé privé de moins état fermé. Soit f une fonction continue du segment moins 1 dans R, et soit un réel epsilon strictement positif, petit 11. On suppose dans cette question uniquement, question philosophique, quand on dit petit machin, je pense qu'on fait pas de liaison. Petit 5, petit 5, non, c'est pas de sens. Petit 11, on dit pas petit 11, on dirait plutôt petit 11, bon voilà, c'est pas très important, mais j'en sais rien. On suppose que dans cette question uniquement que f de moins 1 égale 0, montrer qu'il existe un entier n supérieur ou égal à 1, des réels C1, C2, Cn, tels que moins 1 strictement inférieur à C1, strictement inférieur tatata jusqu'à Cn, strictement inférieur à 1, et un grand n uplet petit a1 jusqu'à petit an d'éléments qui sont tous dans le segment moins epsilon epsilon, tels que, pour tout x entre moins 1 et 1 fermé, valeur absolue de f de x moins la somme pour y allant de 1 à grand n des ai h de x moins ci, soit inférieur ou égal à epsilon. Petit 12, en déduire qu'il existe un polynôme p appartenant à R crochet x, tel que, pour tout x appartenant à moins 1 fermé, valeur absolue de f de x moins p de x est inférieur ou égal à epsilon. Indication, on pourra considérer un polynôme de la forme f indice epsilon virgule n, petit n, qui est égal à la somme pour y allant de 1 à grand n de ai pn de grand x moins ci, et choisir un réel état strictement positif, tel que les intervalles fermés ci moins état, ci plus état, sont 2 à 2 disjoints. Et avant d'attaquer la correction, je me rends compte que je parle que des prépas, j'oublie non, mais à l'université, je le mettrai en post-prod pour le moment où j'ai mentionné les filières concernées. Toutes les filières, je pense, a priori, en général, les filières qui traitent de la convergence uniforme de suite de fonctions auront la notion que je vais indiquer dans la question 11, voilà, donc je pense que c'est faisable par eux. Et au pire, désolé, je vous aurais fait perdre un peu votre temps sur la question 11. C'est parti, j'ai pas réfléchi autant que ça pourrait vous prendre. Une demi-heure si vous êtes chanceux, peut-être même à plus... Ça peut aller plus vite si vraiment vous voyez tout de suite les trucs, mais bon, ça me semble quand même pas très simple. Vous pouvez aller plus loin, vraiment plus loin, peut-être 40-45 minutes, voire dépasser un peu plus avant de regarder. Tant que vous êtes dans le plaisir de la trouvaille et de la recherche, avant de regarder la correction, voilà, cassez-vous un peu les dents dessus, et n'hésitez pas à regarder la correction après, et c'est parti, correction. 10A. Hop, nouveau stylo. On va essayer, déjà, on va essayer de faire en sorte
Tac, oui, merci. Tac, 10a. Donc montrer que pour tout réel, kappa positif ou nul strictement inférieur à 1,5, la suite Qn converge uniformément vers 1 sur l'intervalle 0 kappa fermé et vers 0 sur l'intervalle 1 moins kappa 1 fermé. Bon, soit kappa, tant qu'à faire, autant l'introduire tout de suite, appartenant à 0 fermé, 1,5 ouvert. Supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à 1,5. Donc là, je ne vais pas perdre mon temps. Ce que j'aurais fait de manière naïve, c'est de prouver la convergence simple de la suite de fonctions Qn vers la fonction vers 1, quand ils disent vers 1, ils sous-entendent la fonction constante égale à 1 sur l'intervalle 0 kappa, donc prouver la convergence simple, puis établir sa convergence uniforme. Non, je vais pas perdre mon temps, je vais faire d'une pierre deux coups, parce que là, ils ont la gentillesse de me donner la fonction limite. Celle vers laquelle elle est censée converger uniformément, donc simplement, c'est la fonction constante égale à 1. Donc je vais travailler directement dessus, je vais directement travailler sur la valeur absolue de la différence. Je vais d'abord poser un peu poser le décor pour tout n appartenant à grand N, pour tout x appartenant à 0 kappa fermé. Je vais leur dire, écoutez, ce qui m'intéresse ultimement, c'est valeur absolue de Qn de x moins 1. Essayer de montrer en fait à la fin que sup pour tous les x entre 0 et kappa de ce truc-là tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Bon. Mais déjà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Valeur absolue de Qn de x moins 1, regardez qui est Qn de x. Qn de x c'est 1 moins x à la puissance n, le tout à la puissance 2 puissance n, et pour tout x entre 0 et 1, cette chose est inférieure à 1. Donc ça, en fait, la valeur absolue de ce monsieur, c'est l'opposé de ce monsieur, donc c'est 1 moins Qn de x. C'est 1 moins Qn de x, qui est donc égal à 1 moins x puissance n, pardon, à la puissance 2 puissance n. Ok, bon, je vais rapidement expliquer, je vais étudier les variations de la fonction kx associe ça, sans forcément la dériver, vous pourriez la dériver si vous voulez, mais je peux constater rapidement que la fonction qui a x associe 1 moins x à la puissance n est, je me permets des abréviations que vous ne vous permettez pas sur la copie bien sûr, décroissante sur 0 kappa, oui, elle est décroissante sur 0 kappa, celle-ci est croissante sur R+, donc tout va bien, à valeur dans R+, oui, quand x se balade entre 0, 1 et a fortiori entre 0 et kappa, ceci est à valeur dans R+. À valeur de R+, pourquoi je précise ça? Parce que je rappelle que la fonction qui a x associe x puissance 2 puissance n est croissante sur R+. Donc je compose, je prends la fonction qui a x associe ça qui va être décroissante sur 0 kappa, j'applique derrière, enfin je la compose avec la fonction qui a x associe x puissance 2 puissance n qui elle est croissante sur R+, donc la fonction qui a x associe tout ça est décroissante par composé sur R+, sur 0 kappa, sur l'intervalle de départ. Donc, la fonction qui associe moins tout ça va être, du coup, croissante, puisque j'avais dit que la composée était décroissante, et enfin, en ajoutant 1, la constante 1, ça ne change pas le sens de variation, donc au final, la fonction qui associe ça est croissante sur 0 kappa. Donc, là je peux aller vite, hein, c'est pas une notion difficile, mais je dois pas me tromper, la fonction qui a x associe 1 moins x puissance n sur puissance 2 puissance n va être croissante sur 0 kappa. En quoi c'est intéressant? C'est intéressant pour dire d'où, eh bien, l'existence en fait du sup, l'existence est la valeur finie du sup, je sais pas, pendant les conventions, est-ce que vous dites que le sup existe et vaut plus infini, ou est-ce que vous dites que non, nous ne parlons de sup que quand elle est bornée, l'existence du sup pour x appartenant pour tous les x appartenant à, sur 0 kappa, du coup, de valeur absolue de Qn de x moins 1, en fait ce sup est un max. Je pouvais justifier au début, mais j'avais pas besoin, parce que voilà, je le prouve par les variations, mais au début, si j'en avais envie, j'aurais pu dire que la fonction qui a x associe Qn de x moins 1 est continue sur 0 kappa, et donc, théorème des bornes atteintes, elle est bornée et atteint ses bornes sur ce segment. Max des x appartenant à 0 kappa, des valeurs absolues de Qn de x moins 1, qui n'est autre que, donc on a dit 1 moins Qn de kappa, donc ça fait 1 moins kappa à la puissance n, le tout à la puissance de puissance n, pardon, ce point virgule me dérange un peu, ok, et je veux la limite de ça lorsque n tend vers plus l'infini, et j'ose espérer que ça fera 0. Je vais regarder ce monsieur, 1 moins kappa à la puissance n, le tout à la puissance de puissance n, j'ai envie, bien évidemment, je vais pas faire de bêtises en disant, bon bah je regarde la limite quand n tend vers plus l'infini de ça, et après je lui applique, je sais pas, la puissance ou que sais-je, non, il y a du n qui se trimballe ici, qui se balade ici, je veux dire, donc je vais écrire ça sous forme exponentielle de puissance n, ln de ça. Je vais être prudent en disant, attends, est-ce que ça peut s'annuler? Non, parce que kappa est strictement inférieur à 1,5, donc de toute façon, enfin ça fera jamais 0. Donc ça fait exponentiel, enfin ça sera toujours strictement positif. Exponentielle de 2 puissance n, ln de 1 moins kappa puissance n. Ok, donc
parce que, là je peux leur dire, pour être sûr que les gens ont vu que j'ai vu, 1 moins kappa à la puissance n est strictement positif. Ok, et donc, je m'intéresse à la limite de ça lorsque n tend vers plus infini, je regarde l'intérieur, 2 puissance n, ln de 1 moins kappa puissance n, alors, je leur rappelle que kappa puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Pourquoi? Pour leur dire, écoutez, ln de 1 moins kappa puissance n, équivalent usuel de ln de 1 plus x lorsque x tend vers 0, c'est x. Et bah donc là, je vais avoir un équivalent usuel, enfin, l'équivalent de tout ça par produit d'équivalent, ce qui est tout à fait autorisé, qui sera donc 2 puissance n fois moins kappa puissance n, donc ça fera moins 2 kappa, le tout à la puissance n. Attention à ne pas mettre le moins dedans. 2 kappa... On a dit que kappa était strictement inférieur à 1,5, donc 2 kappa, est positif ou nul déjà, est strictement inférieur à 1, donc cette quantité tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. D'où 2 puissance n, ln de 1 moins kappa puissance n tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Je fais bien attention à composer des limites et pas des équivalents. Je peux pas dire que ceci est équivalent à ça, donc exponentiel de ceci est équivalent à exponentiel de ça. Non, pas du tout, je dis pas ça. Je dis que cette chose a pour limite 0 lorsque n tend vers plus l'infini, puis par continuité de exp sur r et en particulier en 0, eh bien, exponentielle de tout ça va tendre vers exponentielle de 0. Donc 1 moins kappa puissance n, pardon, que je rythme proprement, le tout à la puissance de puissance n, tend vers exponentielle de 0, donc 1, lorsque n tend vers plus l'infini. Et enfin, je rappelle que ce monsieur, le sup que je cherchais, c'était ça, c'est 1 moins tout ça, donc la limite de tout ça, ça sera 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Et enfin, sup pour x appartenant à 0 kappa de valeur absolue de qn de x moins 1, tout ceci vaut 0, enfin, pardon, pas du tout, tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Parfait. Autrement dit, eh bien, qn, la suite de fonctions qn, cvu vers la fonction constante égale à... Enfin, CV, je me permets aussi cette abréviation que vous ne vous permettez pas, ou alors ça dépend, ou alors vous mettez en toutes lettres la première fois, entre parenthèses converge uniformément, et les prochaines fois vous vous le permettez. Voilà. En tout cas, faites attention. CVU vers la fonction constante égale à 1, que eux appellent 1 tout simplement, je vais me permettre de faire comme eux, sur 0 kappa. Ok, très bien. Ok. Donc, même chose, enfin, même idée, quoi, pour ce qui se passe entre 1 moins kappa et 1. Je vais leur dire, pour tout n appartenant à grand N, pour tout tx appartenant à 1 moins kappa 1, je vais leur dire que valeur absolue de qn de x moins 0, je fais du zel, ouais, pour bien montrer que voilà, la fonction limite appliquée à x c'est 0, quoi, ça fait qn de x, parce que qn de x est positif, sur moins 1, sur 0, 1, ça fait qn de x, et ça fait 1 moins x puissance n, le tout à la puissance de puissance n. Bon. J'ai envie de faire comme tout à l'heure. Bon, déjà, je vais dire un truc rapide. Je vais dire que Qn, bon, on a étudié un peu ces variations indirectement tout à l'heure. En fait, on a dit qu'elle était décroissante. La fonction qui est x, c'est aussi ça. Et après, avec le signe moins, ça devenait croissant. Voilà, la fonction obtenue devenait croissante. Qn est décroissante sur 0, 1, et même enfin, en particulier sur 1 moins kappa 1. Donc, le sup existe. Le sup pour x appartenant à 1 moins kappa 1 de valeur absolue de qn de x moins 1, de qn de x, je m'en les pinceaux, de qn de x moins 0, est égal à max, pour x appartenant à 1 moins kappa 1 de qn de x. Tac, et c'est donc en fait tout simplement qn de 1 moins kappa. Et qui est qn de 1 moins kappa? C'est, ne pas me tromper bêtement, ça fait 1 moins kappa à la puissance n, le tout à la puissance de puissance n. Ok. Très bien, là j'ai envie de faire mon astuce de tout à l'heure, enfin mon astuce, un grand mot, en tout cas passer à l'exponentielle, ln, etc. Enfin dire que c'est exponentielle de 2 puissance n, ln de tout ça, mais attention, prudence, pas dire de bêtises, ça pourrait s'annuler. Si je prends kappa égale 1, ce qui est possible ici, puisqu'on est entre 1 moins kappa et 1 fermé, et là j'ai un petit problème. Je leur dis, pardon, est-ce que je vous dis pas de bêtises? Je vous dis des bêtises. C'est surtout, enfin c'est ça que je veux, c'est ça dont je veux éviter que ça s'annule. Donc si je prends kappa égale plutôt, excusez-moi, 0, enfin le seul moyen pour que ceci soit nul, c'est que kappa soit égal à 0 dans l'intervalle concerné, et donc on va traiter le cas kappa égale 0 à part. Si kappa égale 0, bon bah qn de
Qn de 1 moins kappa, donc dans ce cas-là, ça sera Qn de 1, et en fait, on se rend compte que ça fera 0. Donc ça fera 0 puissance 2 puissance n. Alors, 2 puissance n appartient à n étoiles, c'est jamais nul. Donc je suis jamais dans une situation où c'est 0 puissance 0, quoi. Qn de 1, et ça fait 0, et ça tend, lorsque n tend vers plus infini, vers 0. Bon, voilà, pas de problème. Si kappa appartient à 0 ouvert, 1 demi ouvert, et ben, ce qui m'intéresse aussi, c'est 1 moins kappa. 1 moins kappa aussi, en fait, 1 moins kappa va être, enfin plutôt, pardon, pas aussi, mais 1 moins kappa va être compris entre 1 demi strict et 1 strictement, enfin strictement compris entre 1 demi et 1. Qn de 1 moins kappa, dans ce cas, va être égal à exponentielle de 2 puissance n, ln de 1 moins 1 moins kappa à la puissance n, ok, fermons cette parenthèse, fermons ce crochet, ok, avec 2 puissance n, alors 1 moins kappa, est strictement compris entre 1 demi et 1, là je peux me permettre d'aller un peu vite quand même, ça, cette quantité tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini, j'ai toujours mon équivalent usuel de ln, 2 puissance n, ln de 1 moins 1 moins kappa à la puissance n, ceci va être équivalent lorsque n tend vers plus infini, à moins 2, enfin le moins en dehors, 2 facteurs de 1 moins kappa, c'est 2 facteurs de 1 moins kappa qui se mangent une puissance n, et on a dit que 1 moins kappa était strictement supérieur à 1,5, et là je me permets d'aller ici, enfin avant de tourner la page quoi, et 2, 1 moins kappa va être strictement plus grand que 1 cette fois-ci. Donc vous vous retrouvez avec une puissance d'une quantité, enfin q puissance n avec q strictement plus grand que 1, donc cette quantité va tendre vers plus l'infini sans le signe moins, moins l'infini avec le signe moins, et là par composé de limite, vous avez exponentielle d'un truc qui tend vers moins l'infini, le tout va tendre vers 0. Ok, je vais pouvoir leur dire, ok, je vais éviter de tourner la page, je vais en prendre une autre, tac. Promis, je ne gaspille pas les feuilles, j'utiliserai les versos pour d'autres, voilà. Alors, d'où par composé de limite, bien sûr de limite, tac, il y a 3, je sais qu'il y a 3 dents à m, et composé c'est avec un m, d'accord, par composé de limite, mais je vais vite parfois, je suis surtout, par composé de limite, Qn de 1 moins kappa va tendre vers 0 lorsque n tend vers plus infini, là aussi, dans le cas où kappa est entre 0 ouvert et 1,5 ouvert. Enfin, donc, dans les deux cas, enfin quelle que soit la valeur de kappa, pourvu que ce soit strictement, enfin supérieur ou égal à 0, strictement inférieur à 1,5, on a le résultat voulu. Enfin, Qn, CVU converge uniformément, la suite de fonctions Qn converge uniformément vers la fonction nulle, vers 0, ce qui s'appelle le 0, sur 1 moins kappa, 1. Ok. Très bien. Hop, mon stylo rouge n'est pas là, il aurait pu rendre ça plus joli. En déduire que pour tout réel état strictement positif inférieur ou égal à 1, la suite Pn converge uniformément vers h, la fonction h dont nous avons parlé au début, sur moins 1 fermé privé de moins état fermé. Je vais commencer par dire, bon, si état, bon, le truc qui me stresse un petit peu, c'est état égale 1. Bon, si état égale 1, bon, c'est l'ensemble vide, enfin ce moins 1 privé de lui-même, donc moins état, bah, c'est l'ensemble vide, et donc dans ce cas-là, on va dire que la convergence uniforme est triviale. Vous n'imposez rien en fait, vous m'imposez de converger uniformément vers h sur l'ensemble vide, que voilà, sup sur l'ensemble vide de machin machin, donc tout va bien. Trivial. Ok, je m'attarde pas là-dessus. Si état appartient, on considère maintenant que état appartient à 0 ouvert, 1 ouvert. Bon, on va regarder, bon apparemment, bon, on voit le lien, enfin, je pense voir le lien, bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire, moins 1 privé de moins état. C'est pas très droit, moins 1, mettez 0 ici, je sais pas moi, tac, 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 0, moins état, tac, tac, état. Moins 1 privé de moins état, donc moins 1 c'est ce segment-ci, moins état ce segment-là. Donc en fait, il faut s'intéresser à la CVU de Pn vers H sur ça union ça, quoi. Ok, bah, je vais regarder ce que veut dire que X se balade entre moins 1 et moins état, par exemple. Pour tout X appartenant à moins 1, que veut dire, à quoi est-il équivalent de dire que X, enfin, je vais être plus précis, X appartient à moins 1 moins état, veut dire quoi par rapport à 1 moins X sur 2? Parce qu'en fait, Pn de X, c'est Qn de 1 moins X sur 2. Bon, bah, je vais y aller comme un enfant, j'ai pas envie de me tromper, même si c'est l'X, tant pis, que le correcteur me juge. État, donc je vais commencer par moins X, enfin, état, ça équivaut à dire que état strictement inférieur à moins X inférieur ou égal à 1, ce qui équivaut à dire que je rajoute 1, ça fait 1 plus état inférieur strict à 1 moins X inférieur ou égal à 2, ok.
Ce qui équivaut à dire que 1 moins x sur 2, en fait, est compris strictement et supérieur strictement à 1 plus eta sur 2 est inférieur ou égal à 1. Ok. Ça, c'est ce que veut dire x appartient à moins 1 fermé, moins eta ouvert. Et x appartient à eta ouvert 1 fermé, si et seulement si. Donc moins x dans ce cas va être supérieur ou égal à moins 1, inférieur strict à moins eta, ce qui équivaut à dire que 1 moins x donc va être compris entre 0 largement, pardon, 1 moins x on a dit, et 1 moins eta strictement, je divise par 2, bon allez, je peux faire un effort ici de concision, 1 moins eta sur 2, donc 1 moins x sur 2 va être supérieur ou égal à 0, 1 moins eta sur 2, enfin ça équivaut à dire ça, équivaut à dire ça. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Bah déjà, ça me donne envie honnêtement de poser, parce que on a dit Pn de x et Qn de 1 moins x sur 2, on a établi un truc sur la convergence uniforme de Qn sur pour tout réel kappa positif ou nul, inférieur strict à 1,5, la convergence uniforme de Qn vers 1 sur 0 kappa fermé, vers 0 sur 1 moins kappa 1 fermé. Mon 1 moins x sur 2, là, là j'ai l'impression que lui, ça serait un bon candidat pour kappa, quoi. Bon, d'accord, on va me dire, ah, mais c'est ouvert, là. Ça me dérange pas. Si je sais qu'il y a une CVU sur 0 kappa fermé, bah, elle est aussi sur 0 kappa ouvert a fortiori, parce que 0 kappa ouvert en kappa est inclus dans 0 kappa fermé. Ok, vous allez me dire, mais attends, mais quel rapport avec lui et kappa? Bon, je vous fais remarquer un petit voilà, à côté, que 1 moins eta sur 2, si je posais que lui c'était mon kappa, 1 moins eta sur 2, pardon, ce serait mieux qu'on voit, c'est égal à 1 plus eta sur 2, tout simplement, faites le calcul, bon, rapidement, 2 moins 1 plus eta sur 2. Ok, posons du coup, kappa, je me perds dans les lettres grecques, pourquoi vous n'avez pas des lettres plus simples? Pardon, kappa, pourquoi kappa? Non, j'avoue, K, ça serait pas super intéressant. Pour tout kappa, mais il y a des jolies lettres grecques, alpha, bêta, gamma, pardon, posons kappa égale, qu'on a dit 1 moins eta sur 2. Bon, tant que vous posez pas, je sais plus l'autre là. Si, j'aime pas du tout, voilà, ça me va. Posons kappa égale 1 moins eta sur 2. Et zeta, dont j'aime bien ce qu'elle représente, mais que je n'aime pas en tant que lettre, pardon. Posons kappa égale 1 moins eta sur 2. Est-ce que kappa vérifie bien ce qu'il faut, à savoir que positif ou nul est inférieur strict à 1,5? Oui. Kappa est positif ou nul parce que eta est compris strictement entre 0 et 1, donc voilà. Bon, je vais pas m'attarder, sur ça, inférieur strict à 1,5, inférieur strict à 1,5 parce que eta est strictement positif. Voilà. Sinon, on aurait pu avoir pour eta égale 0, ça aurait posé problème. Ok. Tac. Et là, je leur dis, bon, écoutez, ça me fait penser à l'histoire de sup de tout à l'heure, et je vais me permettre, pour plutôt partir d'objets dont je connais l'existence, je pourrais aussi, là aussi, justifier de l'existence de sup, de valeur absolue, de Pn de x moins h de x sur un intervalle, même sur tout le segment, ou sur une partie du segment, par le fait que j'ai une fonction, alors pas continue, mais uniformément continue, enfin pardon, pas du tout, voilà, j'ai spoilé un peu pour la suite, pas continue, mais continue par morceau, à cause de h, mais je peux quand même dire que toute fonction continue par morceau sur un segment est bornée sur ce segment. Elle atteint pas forcément ses bornes, mais elle est bornée sur ce segment. Attention, je dit en passant, cette dame-là, je faisais souvent l'erreur quand j'étais étudiant, cette dame, donc là ça explose dans l'infini, et tout d'un coup elle décide de valoir ça, voilà, cette dame n'est pas continue par morceau sur ce segment. C'est pas, ah bah continue, non, il faut aussi que, quand je prolonge par continuité les restrictions aux intervalles ouverts de la subdivision, que je puisse obtenir des fonctions prolongeables par continuité, pardon, voilà. Du coup ça c'est pas prolongeable par continuité sur le fermé, là. Donc par exemple cette dame est bien continue, je m'étale pas là-dessus, c'est pas le but de rentrer dans les détails des fonctions continues par morceau ici, mais celle-ci par exemple est bien continue par morceau. Pourquoi n'atteint pas forcément ses bornes? Parce que, tac, si quelqu'un me pose la question, imaginez elle, donc elle s'arrête là, et bim, borne sup, ça serait la valeur, enfin ça serait la limite ici, mais elle n'est pas atteinte, voilà, tout simplement. Mais bornée, tout va bien. Pardon, je reste sur le segment. Je reste sur un segment et je vais pas plus loin. Ok, alors, qu'est-ce que je disais? Je disais que sup, pour tous les... Je vais changer de lettre, histoire de pas m'emmêler les pinceaux avec x. Sup pour t appartenant à 0... Alors, kappa ouvert en kappa. Alors, moi, la question d'avant... Enfin, de quoi, pardon, pour aller vite. Valeur absolue de Qn de t moins 1. Ça, je sais que le sup pour t appartenant à 0 kappa fermé existe, et qu'il tend vers 0 lorsque n est plus infini. J'aurais dû préciser, soit n appartenant à grand N. Je dis que ce sup-là, ce n'est autre que le sup pour x appartenant à eta 1 de valeur absolue de Qn de 1 moins x sur 2 moins 1.
Et oui, je rappelle que x appartient à état 1, si et seulement si 1 moins x sur 2 appartient à 0 fermé, kappa ouvert. Celui qui joue le rôle de moins x sur 2, c'est mon t. Lorsque x parcourt état 1, 1 moins x sur 2 parcourt 0 fermé, 0 fermé, kappa ouvert. Ce que j'ai appelé kappa. Ok. Très bien. Et à quoi ça sert? Ça sert à dire que ça, en fait, ce n'est autre que le sup. Vous voyez, je pars d'un objet dont je connais l'existence pour me permettre d'aller vite. Sup pour x appartenant à état 1 de valeur absolue de Pn de x, parce que Qn de moins x sur 2, ce n'est autre que Pn de x, précisément, moins 1, mais ça tombe bien, 1, c'est h de x. Je rappelle que là, on est en train de travailler pour les x entre état ouvert et enfermé, donc ce sont deux x positifs ou nuls, donc leur h leur renvoie 1. Et moi, je sais que cette chose-là, bon, je peux leur dire que sup, je peux même, vous savez quoi, dire que c'est égal au sup pour t appartenant à 0 kappa fermé. Pourquoi je me permets cette égalité? Je vais expliquer très très vite, parce que Qn est continu, enfin même Qn-1, la fonction qui a t associe Qn-1 est continue sur 0,1, fermé, sur 0 kappa fermé aussi. Qn est continu, Qn-1 aussi, etc. La fonction qui a t associe Qn-1, etc. Ok, donc le sup qui est là, c'est le sup qui est là, et donc ça me ramène à tout à l'heure. Et si je n'avais pas l'égalité, ce n'était pas grave non plus, j'aurais pu dire que ce sup-là est inférieur ou égal à ce sup-là, puisque cet ensemble est inclus dans cet ensemble, et comme déjà ce sup-là tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, j'aurais pu conclure avec les gendarmes. Et donc du coup je leur dis, d'où, puisque là j'ai pas eu besoin des gendarmes, voilà, tout va bien, la municipale a suffi, tac, j'ai ça, puisque ceci tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, et bien ceci aussi, d'où sup pour x appartenant à état ouvert infermé de Pn de x, de valeur absolue, pardon, Pn de x moins h de x, tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Ok, donc déjà j'ai la convergence uniforme de la suite de fonctions Pn vers h sur cette partie-là. Cette partie ici, ok. Très bien, je vais faire la même chose de l'autre côté. Sup cette fois-ci pour t appartenant à, alors, donc mon t c'est moins x sur 2, alors à 1 moins kappa, alors ça c'est 1 moins kappa on a dit, 1 moins kappa ouvert ici, 1 fermé. Pourquoi je me casse la tête sur ouvert fermé? Pour bien justifier de l'emploi de mes équivalences. Mes équivalences, on va dire que t appartient à ça, si et seulement si x appartient à ça, comme ça je ne vous casse pas la tête après. T appartient à, je me suis perdu, 1 moins kappa ouvert, 1 fermé, de valeur absolue de Qn de t, moins 0 si on veut, ou de valeur absolue de Qn de t tout seul. Ceci, dont je sais que ça tend vers 0, et pardon, voilà, pour pas faire comme tout à l'heure, pour pas le découvrir à la fin, ça c'est le sup pour t appartenant à 1 moins kappa fermé aussi, 1 fermé de valeur absolue de Qn de t. Hop là, ça devient un peu moche, pardonnez-moi, hop là, voilà, c'est toujours aussi moche, sup de ça, et ça c'est égal donc au sup pour les x appartenant à moins 1, donc on a dit moins état, je vous ramène à ça, x appartient à moins 1 moins état si et seulement si ça, on a dit, de valeur absolue donc de Qn dans moins x sur 2, je vous me permettez d'écrire tout de suite de Pn de x, ça vous dérange pas, moins 0, mais moins 0, alors 0 c'est aussi h de x, pourquoi? Parce que cette fois-ci j'ai des x négatifs strictement, et pour ces x-là, h de x vaut 0. D'où, alors, j'ai dit d'où, donc ça j'aurais pu dire cf question 10a, et là aussi, cf 10a, eh bien, cette quantité-là, sup pour x appartenant à moins 1, moins état ouvert en moins état, valeur absolue de Pn de x moins h de x, tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Ok. Très bien. Eh bien, qu'est-ce que j'ai prouvé là? J'ai prouvé la convergence uniforme de la suite de fonctions Pn vers h sur cet intervalle aussi, donc sur la réunion de ces deux intervalles. Je peux le dire, je pense que ça c'est clairement au programme, mais si besoin, je peux dire que dans ce cas, si vous voulez le sup sur l'union des deux, le sup, bon, ça serait un peu factice, hein, mais c'est au cas où, pour certaines filières, ou je sais pas, voilà, certains qui n'auraient pas le résultat de dire, moi, si j'ai la CVU sur un intervalle et sur un autre intervalle, de la même suite de fonctions vers la même fonction, je l'ai évidemment sur la réunion des deux. Bon, je dis, écoutez, sup pour x appartenant à moins 1, enfin, donc à la réunion des deux, moins 1, moins état ouvert, union, état ouvert, infermé, de valeur absolue de Pn de x moins h de x, est inférieur ou égal, donc ce sup existe et dans la foulée il est inférieur ou égal à la somme des deux sup. Oui, parce que c'est ce sup ce serait le max des deux sup.
Et donc la somme des deux sup, l'un sur -1 fermé, je ne m'applique pas du tout, hein, pardonnez-moi, mais je le dis juste à l'oral en fait. Voilà, l'écrit c'est un support pour moi là pour le coup dans ce truc. Donc c'est inférieur ou égal à ce sup là plus ce sup là sur chacun des intervalles. Or chacun des deux, lorsque n tend vers plus infini tend vers 0, par somme de limites, ceci tend vers 0, petit théorème des gendarmes. Donc si je voulais être ultra rigoureux, je dirais que, avant de parler du sup, je dirais que pour tout x appartenant à ça, valeur absolue de Pn de x moins h de x est inférieur ou égal à la somme de ces deux sup. Du coup, je peux passer au sup après, par le fait que c'est bien borné, et majoré en l'occurrence ici, et du coup, ce sup existe, et il est en tenaille entre 0 et une quantité qui tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Ce sup existe bien, et tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Voilà. Charabia, je pense qu'on peut vraiment, à ce niveau-là, dire ce qu'on a dit. Enfin, Pn, la suite de fonctions Pn, CVU vers H sur l'ensemble, la réunion des deux intervalles, qui est en fait l'ensemble -1 fermé, privé de -eta, eta fermé. Ensuite, petit 11. On suppose dans cette question uniquement que f de -1 égale 0, montrer qu'il existe un entier n supérieur ou égal à 1, des réels C1, C2, tata, Cn, enfin, dans l'ordre strictement croissant, tous compris entre -1 et 1 ouvert, A1 à n appartenant à -0, voilà, je relis pas tout. Alors, j'essaie de comprendre ce qui se passe, un peu au brouillon. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Alors, ils veulent, manifestement, bon, alors, j'ai -1 ici, j'ai 1 là, ils veulent une cohorte de réels C1, C2, etc., Cn, et des AI entre, enfin, A1 jusqu'à A grand N, qui sont tous en valeur absolue inférieure ou égaux à epsilon, ok, tel que pour tout x entre -1 et 1, valeur absolue de f de x moins la somme pour y allant de 1 à n des à grand N des AI h de x moins ci, donc ils veulent un grand N aussi, déjà, faut pas que j'oublie, des h de x moins ci, tout ça soit inférieur ou égal à epsilon. Moi, le premier truc que j'essaie de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que cette somme, histoire de somme des AI h de x moins ci. Bon. Bah, h de x moins ci, déjà, pour un i, moi je suis au brouillon, hein, casse pas la tête sur les quantificateurs et tout, h de x moins ci, c'est égal tout simplement à 1 si x est supérieur ou égal à ci, et 0 sinon. Donc si on fait calculer la somme pour i allant de 1 à grand N des AI h de x moins ci, ça dépend du x, mais si mon x, alors je me dis, si le x est compris, si je prends un x qui est compris entre ck et ck plus 1, alors je me suis dit aussi, pour me simplifier la vie, je pense que je vais me le garder ça, que je vais appeler ça C0, le -1 je vais l'appeler C0, histoire d'avoir une subdivision franche, et ça je vais appeler ça C grand N plus 1, voilà, histoire de... Si je prends x appartenant à ck, je prends un k appartenant à 0 du coup grand N, l'ensemble des entiers de 0 à grand N, x entre ck et ck plus 1, ça voudrait dire que cette somme-là, elle va enfin les h de x moins ci vont me renvoyer 1 pour tous les i avant k, k compris, et me renvoyer 0 après. Donc en fait, ça va me faire tout simplement la somme pour i allant de 1 à k des ai. Ça reste valable pour k égale 0. Si je prends la convention somme vide, pour k égale 0, enfin si x appartient à C0, C1, du coup, si x appartient est avant C1, et ben ça fera une somme vide de 1 à 0 des ai, donc ça fera 0. Ok. Donc c'est une somme des ai, et je veux que pour chaque x, que bien évidemment la somme dépend du x aussi, là où je m'arrête ça dépend du x, et ben valeur absolue de f de x moins cette somme-là soit inférieure ou égale à epsilon. Bon. Chaque fois, que l'écart soit contrôlé par epsilon. Bon. J'ai pensé à ce moment-là à ce fameux résultat que je ne vois pas ailleurs que chez les MP en prépa, qui est déjà la notion de continuité uniforme, et en particulier le théorème de Hein, qui nous assure que la fonction f, comme elle est continue, enfin, comme f est continue sur le segment, là en l'occurrence je travaille sur -1, je vais dire en toutes lettres le segment pour que le correcteur me comprenne, le segment, voilà. Donc, d'après le théorème de Hein, alors, si jamais je me suis trompé, je suis sûr que c'est pas un programme, enfin, normalement en MPSI, c'est un programme de la première année de MPSI-MP, donc la MPSI, j'ai vu les autres programmes des autres filières, mais j'ai un doute sur le fait que potentiellement certaines le voient en deuxième année, je ne crois pas, si jamais c'est le cas, veuillez me pardonner, donc je vous aurais pas fait travailler sur la 11, mais je crois honnêtement pas. Donc d'après le théorème de Hein, eh bien, f est uniformément continu sur -1 fermé. -1 fermé, on a dit, pardon. -1 fermé. Ok, d'accord. Et alors ? Donc là, ils m'ont posé un epsilon, strictement positif.
Ils me l'ont posé au début, soit un réel epsilon strictement positif, avant la question 11. Tac, 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 et ben il existe un delta strictement positif, tel que, pour tout x, y appartenant à moins 1 fermé, valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal à delta, je mets d'inférieur ou égal, je peux me le permettre, implique, n'importe quoi, x moins y, pardon, inférieur ou égal à delta, implique que valeur absolue de f de x moins f de y inférieur ou égal à epsilon. Voilà. Le epsilon m'a été fixé au préalable, hein. Sinon j'aurais dit, pour tout epsilon strictement positif, il existe un delta tel que voilà. Ok. Très bien. Donc pourvu que j'ai deux réels de moins 1 inférmés dont la distance est inférieure ou égale à ce delta, je sais que la distance entre leurs images par f est inférieure ou égale à epsilon. Bon. D'où l'idée de dire, les CI là, j'ai envie qu'ils émaillent mon segment moins 1, 1, de telle sorte que leur distance, la distance de deux CI consécutifs, d'un CI et de CI plus 1, soit toujours inférieure ou égale à ce fameux petit delta. De telle sorte que quand x sera compris en tenaille entre l'un et l'autre, bon bah f de x et f d'un CI la différence entre f de x et f de CI sera inférieure à epsilon en valeur absolue, voilà. C'est comme ça que l'idée a commencé à germer. Et ben on se dit tout simplement, bah pour imposer ça, bah c'est moi qui décide du grand N, puisque montrer qu'il existe un entier grand N supérieur ou égal à 1, bon bah c'est là que je vais mettre les pieds dans le plat. Prenons n appartenant à n étoiles, tel que, alors, tel que chacun de ces morceaux, donc combien y en a-t-il des morceaux? Donc là ça va de C0 à C1, enfin le premier morceau va de C0 à C1, pardon, et le dernier va de Cn à ce que j'ai appelé Cn plus 1. Donc bah, en fait vous comptez par exemple les départs c'est C0, puis C1, puis C2, puis Cn, bah, en fait il y a n plus 1 terme, de 0 à grand N. Donc prenons grand N appartenant à l'étoile tel que, donc du coup la longueur totale de l'intervalle c'est 2, c'est de moins 1, ça fait 2, 2 divisé par le nombre de sous-intervalles, 2 sur n plus 1, soit inférieur ou égal à delta. C'est-à-dire que n plus 1 soit supérieur ou égal à 2 sur delta. N supérieur ou égal à 2 sur delta moins 1. Ok. N égale partie entière de 2 sur delta plus 1 convient. Alors attendez. J'ai bien conscience, certains pourraient dire, attends, il connaît pas ces encadrements de partie entière, il voit pas que partie entière 2 sur delta suffit. Si, je vois bien que ça suffirait. Si vous vouliez juste cette condition, prenez partie entière de 2 sur delta, je sais que c'est supérieur ou égal, et même strictement supérieur à 2 sur delta moins 1, mais je mets le plus 1 pour m'assurer que n appartient à une étoile. Comme ça, si ça vaut 0, c'est récupéré par le plus 1. Et vous pourriez me dire, oui mais ça dépend, le choix de delta, t'aurais pu être plus spécifique, t'aurais pu prendre delta compris entre moins 1 et 1, de telle sorte que 2 sur delta, en partie entière, ne puisse pas être égal à 0. Oui, mais là j'ai juste dit delta strictement positif, donc m'embêtez pas, voilà. Donc tout va bien, en vrai, il n'y a pas de... Là on est en train de chipoter, en tout cas on est sûr que ça convient, y a pas de... c'est assez large à ce niveau-là. D'accord, bon. Bon bah les CI. Et posons, pour tout i appartenant à 0 grand N plus 1, je me permets de poser ces 0 et ces n plus 1, rien ne me l'interdit, eh bien, on a dit, pardon, CI égale moins 1, donc je démarre à moins 1, plus 2 sur n plus 1 fois i. Voilà, 2 sur n plus 1, je rappelle que c'était la longueur de chaque sous-intervalle, et donc vous vérifiez avec grand N plus 1 que vous obtenez, avec i égale grand N plus 1, que vous avez moins 1 plus 2, et donc 1. Très bien, donc en fait mes CI, voilà. J'ai un pas constant entre les CI, et j'ai ça. Ok, c'est moi qui décide de les poser, qui vont être les AI. Ce que j'ai dit, c'est que j'aurais aimé que ça, ce soit une valeur, enfin ça j'aurais aimé, voilà, c'est mon brouillon, hein, tout ça, brouillon, à savoir comment distinguer le brouillon du propre, somme pour i allant de 1 à k des AI, bah j'aimerais, ce serait cool que ce soit égal à f de ck, ce serait sympathique quand même. Donc comment choisir mes AI? Bah, je vais choisir mes AI comme étant des différences. Chaque AI va être une différence entre deux f de ci consécutifs. En fait, je vais choisir AI égale f de ci moins f de ci moins 1. De telle sorte que, en faisant un petit télescopage, voilà, un petit peu d'imagination, ce qui est dur là, c'est d'inverser le truc, c'est pas j'ai le télescopage, je dois le calculer, c'est à moi de penser à un truc qui se télescope et qui marche bien. Et ça tombe bien aussi, parce que j'y pense aussi, parce que je veux que les AI soient en valeur absolue inférieure ou égale à epsilon. Donc ça me met la puce à l'oreille sur le fait que si j'ai eu l'idée de la continuité uniforme, oui, c'est que potentiellement ce serait peut-être la valeur absolue d'une différence entre deux valeurs de f. Ok, f de ci moins f de ci moins 1, si je pose ça, bah, vous allez me retrouver avec f de ck moins f de c0. Et c0 c'est moins 1, et ça tombe bien, f de moins 1 ça fait 0. Voilà l'intérêt de cette hypothèse. Ok,
pour tout i appartenant à 1 n, AI égale f de ci moins f de ci moins 1. Ok, bon, qu'est-ce que je leur dis ici? Je leur dis soit x, pour être sûr qu'avec ce que j'ai posé là, ça marche pour tous les x, enfin pour tous les x entre moins 1 et 1, j'ai ce qu'il faut, soit x appartenant à moins 1 fermé. Si il existe k appartenant à 0 grand n, tel que x appartiennent à ck plus 1 ouvert. Alors peut-être que j'ai tort, en fait je garde le x égale 1 tout seul, on verra. J'ai peut-être tort de m'inquiéter, mais là, vu ce que j'ai écrit, je vais écrire ça, si x appartient à ça, avec k appartenant à 0 grand n, somme pour i allant de 1 jusqu'à grand n des ai h de x moins ci, ça me fait la somme pour i allant de 1, on a dit jusqu'à k, des ai, ce qui me fait la somme pour i allant de 1 jusqu'à k des f de ci moins f de ci moins 1, et on va faire attention, là on va dire égal de deux choses l'une. Télescopage, ça... Bon, alors cette somme pourrait être vide. Je peux me dire, bon, convention somme vide, tout à l'heure j'ai dit, ça peut me rattraper, il n'y a pas de problème. Mais avec la convention somme vide, je ne vais pas m'amuser à faire des télescopages non plus. Donc ça, si k supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1, j'ai f de ck moins f de c0. F de c0, je rappelle que c'était f de moins 1, donc ça fait 0, et donc ça fait f de ck. Ok, et si k égale 0... Bah si k égale 0, ça fait 0. Oui, mais ça fait encore f de c0. Ça marche bien en réalité. J'ai distingué les cas pour être sûr de ne pas dire de bêtises sur mon calculateur, mais ça fait bien f de c0 parce que si k égale 0. Très bien. Donc dans tous les cas, pour tout x entre un ck et un ck plus 1, ça c'est f de ck. Donc, et bah, tout simplement, valeur absolue de f de x moins cette somme-là, AI h de x moins ci. J'ai oublié d'écrire un truc, je l'ai dit à l'oral mais je ne l'ai pas écrit. Les AI, où sont-ils? Ok, nous avons que valeur absolue de AI inférieure ou égale à epsilon, car valeur absolue de ci moins 1 est inférieure ou égale à delta, grâce à ce que j'ai imposé ici. Ok, et donc AI est compris entre moins epsilon et epsilon, ce qui est demandé, fermé. Donc f de x, moins la somme qui est là, ce n'est autre que valeur absolue de f de x moins f de ck, qui est inférieur ou égal à epsilon, car valeur absolue de x moins ck est inférieur ou égal à delta. X est entre ck et ck plus 1. Et la distance entre ck et ck plus 1, c'est précisément... Enfin, j'allais dire c'est précisément delta. Non, c'est précisément inférieur ou égal à delta. Ok. Reste, alors, est-ce que j'ai tout traité? Juste, voilà, par prudence excessive, peut-être? Non, j'ai pas traité le cas où x égale ck plus 1, c'est-à-dire... non, j'ai pas traité le cas, je voulais dire, où k égale grand n plus 1, donc où x égale 1, quoi. Si x égale 1, bon... somme pour i allant de 1 à n, ça va être pareil, hein, c'est juste que un petit problème d'indice ou quoi, pour être sûr de ne pas dire de bêtises, h de x moins ci, donc 1 moins ci si vous voulez. Donc ça va être égal à la somme pour i allant de 1 à grand n dai, qui n'est autre que f de c grand n moins, je me suis trompé. Oui non, j'ai oublié que ai c'était f de ci moins f de ci moins 1, donc f de c grand n moins f de c0, donc moins 0 toujours. Ça fait f de c grand n, et tac tac tac, x moins c grand n inférieur ou égal à delta là aussi, oui, pas de problème. Hein. Si x égale 1, ça c'est inférieur à delta, donc 1 moins c grand n, donc plutôt inférieur ou égal à delta, d'où, est-ce que j'ai la flemme? Allez, écrire, on n'est plus à ça près, d'où valeur absolue de 1 moins somme pour i allant de 1 à grand n dai h de 1 moins ci va toujours être inférieur ou égal à epsilon. Nous avons bien établi, et là vous écrivez votre phrase réponse, pour tout x appartenant à moins 1, valeur absolue de f de x moins ça inférieur ou égal à epsilon. Donc on a montré l'existence plutôt, nous avons montré qu'il existait un anti-n supérieur ou égal à 1, enfin, on nous a imposé un epsilon strictement positif, et on a réussi à montrer qu'il existait un anti-n supérieur ou égal à 1, et des réels C1, C2, tatata, strictement compris entre moins 1 et 1 dans l'ordre strictement croissant, et des réels A1, AN, tous compris entre moins epsilon et epsilon, tels que, pour tout x entre moins 1 et 1 fermé, valeur absolue de f de x moins la somme, qui nous est dite, que je vais pas réciter, est inférieur ou égal à epsilon. Ok, très bien. Petit 12, en déduire qu'il existe un polynôme P appartenant à R crochet x, tel que, pour tout x entre moins 1 et 1 fermé, valeur absolue de f de x moins P de x est inférieur ou égal à epsilon.
Indication, on pourra considérer un polynôme de la forme grand F epsilon n, qui n'est autre que la somme pour i allant de 1 à n des AI Pn de x moins ci, et choisir un réel état strictement positif, tel que les intervalles ci moins état, ci plus état sont 2 à 2 disjoints. Ok, déjà, pour pas me faire piéger, moi qui ai envie d'utiliser la question 11, sur qui puis-je utiliser la question 11 sur quelle fonction? Pas sur la fonction f, puisque c'est uniquement dans la question 11 que f de moins 1 égale 0. Là, on a une fonction f dans la question 12 qui est juste continue sur le segment moins 1 fermé. Je vais introduire une autre fonction, que je vais appeler g, qui a x associé f de x moins f de moins 1. On a bien g de moins 1 qui va faire 0, de fait, et g qui est continu, qui vérifie l'hypothèse voulue, enfin c'était quoi les hypothèses sur f? C'est uniquement la continuité à valeur dans R évidemment, et continue sur le segment moins 1. D'accord, donc, je sais tout de suite, d'après la 11, qu'il existe un n appartenant à une étoile, C1, Cn, C2 jusqu'à Cn, tel que 1 strictement inférieur à C1, inférieur à Cn, inférieur à 1, A1 jusqu'à A grand N, appartenant à... Alors, je me laisse une porte, moins epsilon, je me laisse de la place, vous allez voir pourquoi. Puissance grand N, tel que j'ai ça. Tel que, pour tout x appartenant à moins 1 fermé, valeur absolue de g de x, moins la somme pour i allant de 1 jusqu'à grand N des AI h de x moins ci, soit inférieur ou égal à epsilon, et là encore je me laisse de la place. J'ai prouvé en question 11 que pour tout epsilon strictement positif qu'on pourrait m'imposer, je suis capable de fournir un antinaturel n non nul, C1, C2, Cn, etc., qui vérifie ça. Donc je garde en tête que si je décidais d'être plus exigeant sur le epsilon, dire attendez, non, est-ce que pour epsilon sur 5, vous me garantissez qu'il existe machin? Oui, puisqu'on a garanti ça pour tout epsilon strictement positif. Donc je me laisse un peu de place là. Je sens que potentiellement des divisions, parce que je vois un peu venir la chose, je vois du f de x moins une somme, tout à l'heure, là j'ai du f de x moins p de x, peut-être que l'inégalité triangulaire, tout ça, et eux à la fin ils veulent du epsilon. Bon, je vais prendre les devants en me disant j'ai le droit d'être plus exigeant sur le epsilon ici que me fournit cette hypothèse obtenue en 11. Il me demande de poser un réel état strictement positif tel que les ci moins état, ci plus état soient 2 à 2 disjoints, qui ne se croisent pas. Ok, mettez que vous ayez ci plus 1 ici, ci ici. Ce qu'il faut surtout pas, ce qu'ils veulent pas en tout cas, c'est que ci moins état, les intervalles ci moins état, ci plus état se touchent, se croisent, s'intersectent. Je veux ça quoi. Je veux que par exemple si j'ai ici, donc là j'aurai ci plus état, là j'aurai état, là j'aurai ci plus 1, ci plus 1 moins état. Je veux que deux états en fait soient toujours, alors je me trompe pas, deux états soient toujours inférieurs à la différence entre ci plus 1 et ci. Je vais tout simplement prendre état, posons état, égale min, donc fais attention parce qu'en fait oui, je pourrais me dire ouais mais avec la question 11, t'as pris tes CI avec un pas constant, donc t'as pas besoin de parler de min puisque c'est le même pas. Oui mais là je reprends, on a juste dit il existe, c'est un machin, quelqu'un d'autre aurait pu les choisir autrement. Posons état égale min, et ceux qui nous rejoignent en cours de route, qui n'ont pas fait la 11, qui admettent la 11, peut-être que voilà, ils savent pas que le pas est constant. Posons état égale min de valeur absolue de ck plus 1 moins ck, divisé par, alors on a dit, il faut que ce soit strictement inférieur à ça divisé par 2, ben on va diviser par 4, comme ça on est large, k appartenant à 0 grand N. Donc état, il est inférieur, il va être inférieur ou égal à valeur absolue de C1 moins C0 divisé par 4, valeur absolue de C2 moins C1 divisé par 4, etc., etc. Il n'y aura pas de risque de collision avec cet état. Constatons aussi un truc, c'est que pour tout i appartenant à un n, x moins ci appartient à moins état état. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que ce dont je veux me servir, moi, c'est la convergence uniforme de la suite Pn, de fonction Pn, vers h sur moins 1 privé de moins état état. Quand est-ce que x moins ci? Parce que là, vous voyez que je vous avais Pn de x moins ci dans le f epsilon n qui propose. Ça veut dire que x appartient à ci moins état, ci plus état. Ceci est équivalent à cela. Je vais me poser, effectivement,
le f epsilon n qui propose. Posons pour tout n appartenant à grand N, f epsilon n, qui est égal à la somme, pour i allant de 1 jusqu'à grand N, des AI Pn de x, grand X, pardon, je parle du polynôme là, moins Ci. Ok. J'ai un choix à faire sur petit n. C'est-à-dire que je pourrais choisir petit n comme il m'arrange. Le grand N est fixé maintenant, puisque voilà, il existe un grand N, c'est pas moi qui décide vraiment qui c'est, et je vais essayer de voir ce que je peux en tirer. Alors, que vaut, donc, si je prends x entre moins 1 et 1, comment transformer, comment travailler sur valeur absolue de f de x alors? Moi, ce que je veux, alors, comment dire? Moi, je sais que g de x moins cette somme est inférieur ou égal à, enfin, pour tout x entre moins 1 et 1, g de x moins cette somme est inférieur ou égal à epsilon, on a dit que je me laissais de la marge, on verra. Donc, g de x, je rappelle que c'est f de x moins f de moins 1. Donc ça, c'est g de x. Et je vais m'intéresser à ça moins ce fameux f epsilon n évalué en x. Qu'est-ce que je peux en dire? Je peux dire que c'est inférieur ou égal, donc ça c'est, je rappelle que c'est juste g de x, hein, c'est inférieur ou égal à valeur absolue de g de x moins, donc inégalité triangulaire, je vais faire intervenir un troisième larron dans l'histoire, qui n'est autre que la somme pour i allant de 1 jusqu'à grand N des AI h de x moins ci, plus cette même somme, donc plus valeur absolue de cette même somme, moins Pn de x moins ci. Moins, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qui m'arrive? Moins la somme, je voulais dire. Donc moins f epsilon n de x, quoi, je suis en train d'en placer. Somme pour i allant de 1 à grand N, des AI de Pn, des AI fois Pn de x moins ci. Je dis à mes élèves d'arrêter de dire 2 pour dire fois, c'est pas pour que je fasse moi, et le signe moins, vous me pardonnerez, c'est horrible et c'est catastrophique. Non, pardonnerez pas. J'en ai marre. Je voulais pas casser ma valeur absolue de moins la somme pour i allant de 1 à grand N, des AI Pn de x moins ci. Ok. Inégalité triangulaire, tout simplement. Ok. J'ai cette quantité qui est inférieur ou égal à ça, valeur absolue de ça plus valeur absolue de ça. Ceci est inférieur ou égal à epsilon, petit clin d'œil, epsilon ou epsilon divisé par ce que je verrai, parce que ça, je rappelle que c'est mon hypothèse ici, j'ai dit que je pouvais être exigeant sur l'epsilon au départ, là, plus, donc là, je vais travailler sur ça, là. Encore l'inégalité triangulaire, somme des valeurs absolues des AI, valeur absolue de Hn de x moins ci, moins Pn de x moins ci. Ok. Le souci est la chose bien qu'ils m'ont fait faire avec le eta, c'est que comme les ci moins eta, ci plus eta sont, zut, 2 à 2 disjoints, j'ai perdu le terme, eh bien, x appartient, donc le x que j'ai pris là, x appartient à au plus 1 intervalle ci moins eta, ci plus eta, à au plus l'un de ces intervalles. Donc, pour tout, il existe au plus un i tel que x appartient à cet intervalle. Un intervalle, donc je vais appeler ça ci0, ci0, voilà. Ok. Donc s'il existait un tel intervalle, donc moi je sais que pour tout i différent de i0, valeur absolue de Hn, donc x moins ci appartiendrait donc x moins ci, pardon, c'est grâce à mon équivalence qui est ici, je me suis perdu, x moins ci appartiendrait à moins un 1 privé de moins eta eta. Ok, c'est là où je me rends compte qu'il faut que je décide de quel n je prends. Petit n. Je sais que Pn converge uniformément vers il y a un Hn là qui traîne, je ne sais pas pourquoi, converge uniformément vers H sur moins 1 infirmé privé de moins eta eta. Donc je peux, étant donné une valeur fixée, un nombre fixé, peut-être epsilon, peut-être pas, non, un certain nombre fixé, je peux dire que il existe un petit n tel que à partir du rang petit n, la valeur absolue, le sup des valeurs absolues de Pn de t moins H de t pour t appartenant à cet ensemble est inférieur ou égal au nombre que je me suis fixé au préalable. Donc je me rends compte déjà d'un truc, mes AI en valeur absolue sont tous inférieurs ou égaux à epsilon clin d'œil. Epsilon clin d'œil parce que les AI, on a dit, ils sont compris entre moins epsilon et epsilon, mais je peux être encore plus exigeant, ça on le verra. Le problème, ce que j'aime pas trop là, c'est qu'il y a grand n termes, et grand n peut être très grand. C'est ça qu'il faut pas, c'est ça le petit piège dans cet exo, le gros piège, c'est que on pourrait croire que grand n est sympa, voilà, j'ai fixé un epsilon préalable, mais grand n peut exploser bien évidemment avec epsilon, puisque dans la question 11,
on a pris un réel epsilon strictement positif, et on a demandé de montrer qu'il existait un entier, et d'ailleurs, vu la forme de l'entier que je me suis pris, partie entière de 2 sur delta plus 1, le delta, on sent bien qu'il devient petit à mesure que epsilon devient petit, ben voilà, donc ça peut devenir très petit. Non. Ce qui me dérange, c'est effectivement ce grand N. Si je pouvais me débarrasser de ce gêneur, ce serait cool. En me disant, tenez, puisque, comment dire, H, Pn, CVU, vers H sur moins 1 privé de moins eta eta. Donc, en particulier, il existe un n appartenant à n, tel que, enfin, à partir duquel, mais moi le n je le garde tel quel, je le prends lui, tel que sup de valeur absolue de Pn de x moins h de x, pour x se baladant entre, j'ai marre d'écrire cet ensemble, moins 1 fermé privé de moins eta eta fermé, tel que ce sup-là, soit inférieur ou égal à 1 sur grand N. Ouais, là, je peux me permettre ça. Il n'y a aucun problème. Le grand N m'est imposé par l'epsilon préalable. Là, le P petit n, le petit n, il ne dépend pas de ça. C'est ma suite, j'ai ma suite Pn qui travaille, qui converge uniformément vers H sur cet ensemble posé. Donc, je vais prendre ce n-là, avec un tel n, eh bien je vais tout simplement dire que somme pour i allant de 1 jusqu'à grand N des valeurs absolues d'ai, valeur absolue de h de x moins ci moins Pn de x moins ci, la valeur absolue est un peu bizarre, on dirait, hop là, ça va être inférieur ou égal. Alors on a dit, x appartient à au plus un intervalle qui m'interdit d'utiliser cette convergence uniforme. Donc ce que je veux dire par là, c'est que, comme on a rappelé ici, pour tous les i qui ne sont pas ce potentiel i0 problématique, x moins ci est bien dans le bon intervalle. Donc je vais me retrouver avec n termes de la somme, n-1 pardon, termes de la somme, dont je suis certain, au moins n-1 termes de la somme, dont je suis certain que ceci va être inférieur ou égal à 1 sur n. Les valeurs absolues des i sont toutes inférieures ou égales à epsilon. Donc, epsilon, je me laisse de la marge, comme on a dit, petit clin d'œil, je ferai peut-être choisir epsilon après, fois 1 sur n. Ça, c'est pour tous les messieurs qui ont la gentillesse, fois n-1 sur n, je voulais dire. Il y en a n-1, au moins n-1, tel que je puisse majorer comme ça, majorer chacun de ces messieurs par 1 sur n. Mais pour celui restant, pour celui qui potentiellement n'est pas dans le bon intervalle, est dans le mauvais intervalle plutôt, pour le coup, pour tout t appartenant à moins 1, est-ce que c'est moins 1, je me perds pas, h de t moins Pn de t, en valeur absolue, est inférieur ou égal à 1. Oui, parce que h prend comme valeur 0 ou 1, et Pn, si je ne m'abuse, et j'ai pas envie de m'abuser juste sur ça, non, je ne m'abuse pas juste sur ça, tout va bien, j'ai eu un petit bug, j'ai eu un petit doute, une crainte que, en voyant Qn également moins x puissance n à l'intérieur de la puissance de puissance n, que ça puisse dépasser 1, que sais-je. Non. Donc Pn c'est Qn de 1 moins x sur 2, avec qui, si je prends x se baladant entre moins 1 et 1, 1 moins x sur 2 va se balader entre moins 1,5 et 1,5, en tout cas 1 moins, donc Pn de t, en fait, Pn de t c'est, j'écris pour moi-même aussi, Qn de 1 moins, je me perds, Pn de t c'est Qn de 1 moins t sur 2, pardon, et donc c'est, il n'y a pas de problème en soi, mais juste une petite crainte de dernière minute, 1 moins t sur 2 à la puissance n, le tout à la puissance de puissance n. Tout va bien. Il n'y a vraiment aucune crainte a priori à avoir. Oui, tout va bien. Parce que ce monsieur, t peut faire ce qu'il veut, tout va bien, oui, non, tout va bien, vraiment, cette quantité est inférieure ou égale à 1. Toute cette quantité est inférieure ou égale à 1, est comprise entre 0 et 1. Donc, puisque h de t est comprise entre 0 et 1 et que Pn de t aussi, la distance entre ces deux messieurs est inférieure ou égale à 1. Tout va bien. Donc, je reviens à nos moutons, pour l'éventuel gêneur, pour l'éventuel I0, I0 où j'aurais que x moins ci0 appartiendrait malheureusement à moins eta m'interdisant d'utiliser la convergence uniforme de la suite de fonctions Pn vers h, eh bien je peux au moins majorer cette chose par 1. Donc plus epsilon, quoi. Plus epsilon fois les autres étant plus efficaces, parce que heureusement, en fait, voilà, c'est ça l'intérêt, je trouve assez joli, l'intérêt
comment dire, du fait nous avoir fait prendre des CI moins état, CI plus état de disjoint, c'est que sur les autres, il y en a n-1, ils sont nombreux, mais au moins sur eux, je peux vraiment contrôler la différence en disant, écoutez, je vais vous rendre inférieur ou égal à 1 sur grand N. Catastrophe si je n'avais pas pu. Si je n'avais pu les majorer tous que par 1, je me serais retrouvé avec du n-1, du grand N-1 ou du grand N, pardon, qui se trimballe fois mon epsilon. Et comme je vous l'ai dit, grand N, faut pas croire, certains auraient pu être satisfaits, dire, oh c'est bon, grand N, j'ai qu'à choisir epsilon, puisque là je reviens à mon choix de epsilon, parce que ça, c'est bien ça, mais, donc j'ai dû, est-ce que j'ai pas oublié quelqu'un? Oui. Je me coupais exprès, hein, pardon. Là j'ai epsilon sur ça, epsilon, là je pourrais me dire, bon, epsilon sur 2, j'oublie pas qu'il y en a un autre qui m'attend. J'avais déjà un epsilon qui traînait à cause de ça. Donc je vais prendre epsilon sur 3 en fait, voilà. Donc je vais dire ici, puisque le résultat de la 11, zut, était valable, arrêtez de m'envoyer des messages, était valable pour tout epsilon strictement positif, j'ai tout à fait le droit de dire, écoutez, epsilon sur 3 ici, epsilon sur 3 là, ok. Tac, et du coup j'ai tout à fait le droit de dire ici que ça ferait epsilon sur 3, enfin que c'est inférieur ou égal à epsilon sur 3, et qu'ensuite je me retrouve avec epsilon sur 3, epsilon sur 3 ici. Et qu'en sommant avec, enfin moi ce que je viens de majorer avec ça là, c'est ça que j'ai majoré. Donc je me retrouve avec, enfin, promis je vais continuer la phrase que j'ai coupée un moment, pour tout x appartenant à moins 1 fermé, valeur absolue de f de x moins quoi? Moins f de moins 1 moins f de epsilon sur n, donc moins f de moins 1 plus f de epsilon n de x, tout ça est inférieur ou égal à epsilon. Et donc le polynôme que je vais poser, c'est ce monsieur, c'est lui p de x. C'est bien un polynôme, f de moins 1 c'est une constante, je lui ajoute f epsilon n, qui est somme pour y allant de 1 à grand n des i de pn de x moins ci, et le tour est joué. Ok, je reviens à la phrase où je me suis coupé moi-même, c'est celle où je disais, d'aucuns auraient pu dire, ouais, bah, pourquoi tout ce pataquès, on aurait très bien pu prendre, là t'as pris epsilon sur 3, pourquoi ne pas prendre epsilon sur grand N, puisque t'as peur qu'il y ait grand N trucs, et j'ai failli en faire un où est l'arnaque pour ça, voilà, CF la playlist où est l'arnaque, mais il y a trop d'où est l'arnaque, je me suis dit, tiens, allez, des vidéos de deuxième année sans arnaque aussi, c'est sympa. J'espère en tout cas, j'espère qu'il n'y en a pas pas une qui n'est pas voulu. Pourquoi je peux pas prendre epsilon sur grand N? Ça n'aurait aucun sens, puisque revenez à la 11, en posant epsilon strictement positif, qui m'est posé au préalable, il faut que j'ai réussi à montrer qu'il existait un grand N, qui donc dépend de epsilon en fait, puisque pour tout epsilon, il existe un grand N, le de grand N dépend potentiellement et réellement en fait de epsilon, tel que machin. Mais du coup, si vous me dites, on va, puisque le résultat de la 11 est valable pour tout epsilon strictement positif, je peux le prendre valable pour epsilon sur grand N. Mais non, le grand N vient après, vous vous mordez la queue. Pour un epsilon donné, il existe un grand N qui vérifie cette chose. Vous pouvez pas me dire, au préalable, puisque ton résultat est valable pour tout epsilon, je vais prendre epsilon égale grand N, 1 sur grand N. Ça n'a aucun sens, puisque le grand N découle de epsilon. Voilà la douille dans laquelle il fallait pas tomber. Et par contre, epsilon sur 3, il n'y a pas de problème. Là, j'ai tout à fait le droit de prendre epsilon sur 3. Et en sommant, donc, comme j'ai dit, pardon, je suis peut-être allé un peu vite là-dessus, n-1 sur n, ça inférieur à 1, bon, vous me pardonnerez. Là, c'est inférieur ou égal à 2 epsilon sur 3. Et en ajoutant notre ami epsilon sur 3 qui venait de là, et ben, j'ai cette chose-là qui est inférieure ou égale à epsilon. J'ai conscience que ça a fait un peu long. C'est voulu d'aller lentement. À des moments, voilà, je joue un peu le. Comment dire? L'élève, même si l'élève peut aller plus vite, hein, blague à part, j'ai conscience que voilà, une erreur de ma part n'est pas juste une erreur sur ma copie, mais c'est une erreur sur une vidéo, donc voilà, qui serait potentiellement néfaste pour plein de gens, donc je redouble d'attention. C'est voulu par moment d'aller lentement sur des passages calculatoires plutôt simples où voilà, on n'a pas envie de se tromper, faire de bêtises, parce que franchement, vous voyez la technicité des trucs qu'on a manipulés, une simple erreur de, je sais pas, où est-ce que c'était, je me suis perdu entre mes feuilles, une simple erreur où au début là, vous voyez, où il y avait des encadrements sur c'était où, voilà. On pourrait dire c'est ridicule, on est à un autre niveau là, oui, mais une simple erreur d'encadrement ici pourrait être fatale et faire en sorte qu'on douille après en faisant croire qu'on est convergente uniformément sur un intervalle qui est pas le bon, etc. Donc c'est bien de redoubler de prudence, même sur les trucs simples. Voilà, donc j'avais annoncé au début mon 30 minutes, 40 minutes, etc. Non, je maintiens que certains élèves, ceux qui ont eu la bonne idée tout de suite, peuvent faire ça relativement rapidement, parce qu'il y a un temps qui est incompressible quand même, c'est bien poser ses variables, bien faire attention à décrire ce qu'on a fait, etc. Et que voilà, c'est le genre de partie où si on a pris plus de temps et que c'est tombé ensuite, que les résultats sont bien tombés ou alors bien au moins partiellement, voilà, ça rapporte des points, quoi. Ça rapporte un bon paquet de points, et ne restez pas, voilà, il y a encore des épreuves au moment où je parle,
tout cas en 2026, il reste encore mine, pont, centrale, etc. Ne tombez pas évidemment dans le piège de rester trop longtemps sur une question sans rien faire. Là, dans la troisième partie, par exemple, il était possible, je pense, la 11 que j'ai fait sauter aux autres filières que le MP, les MP, s'ils voyaient pas bien, ils auraient pu la sauter aussi, et essayer de la 12, qui est un peu plus simple pourvu que la 11 est faite, mais qui demande quand même de bien comprendre que, attention, la 11, on peut pas utiliser la cohorte des CI et tout ça de la 11 à F. Non, c'est à F-, la fonction KX associe F moins F de moins 1, là on peut, et après on s'adapte. Voilà, ça reste un peu compliqué malgré tout. Voilà. Je trouve que c'est une jolie démonstration, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des notifications si elle existe encore, je sais même pas, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.